Nous allons parler du tout premier texte de la géométrie grecque qui nous soit parvenu de façon à peu près fiable. À peu près fiable ne signifie évidemment pas qu'un manuscrit de l'auteur soit sous nos yeux. Non. Le premier historien des mathématiques a rapporté ce que vous allez entendre, dans un livre qui a été perdu, mais qui est cité par d'autres auteurs grecs, eux aussi, mais postérieurs d'une bonne pincée de siècles. C'est mieux que rien, et il va falloir s'en contenter. L'auteur initial, c'est Hippocrate de Chios. Ce n'est pas le grand Hippocrate médecin du serment d'Hippocrate. Ces dates, tout comme ce portrait, sont hypothétiques. Il vivait environ un siècle après Pythagore et un siècle avant Euclide. De sa vie, on ne sait pas grand-chose, à part une brève mention, pas très flatteuse, d'Aristote, dans la Morale à Eudème. Je vous la lis. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas la prudence qui fait le succès des gens dont nous parlons. J'ajoute que leur incapacité est de toute évidence, et je ne dis pas seulement pour les autres choses, car il n'y aurait en cela rien d'étonnant. Comme il est tout simple qu'un grand géomètre, un Hippocrate, inhabile et ignorant dans tout le reste, est perdu dans un voyage par suite de la naïveté qu'on lui prête, une somme considérable avec ceux qui prélèvent le cinquantième à Byzance. Donc, il était inhabile et ignorant, et mauvais en affaires, peut-être, mais c'était tout de même un grand géomètre. Ce qui suit provient d'Eudème de Rhodes. C'était un élève d'Aristote, le tout premier grec à avoir écrit sur l'histoire des mathématiques. Mais tous ses écrits ont été perdus, et on n'en a que des citations. Sur Hippocrate, le texte reconstitué par Paul Tannery commence ainsi. Quant aux quadratures des lunules, figures qui, en raison de leur parenté avec le cercle, semblent en dehors des ordinaires, Hippocrate fut le premier à les écrire, et il semble les avoir exposées d'une façon satisfaisante. Aussi, nous allons nous y attacher de plus près et les parcourir. Il les a commencées en établissant comme première des propositions utiles, comme c'est pour ces quadratures, que les segments semblables de cercles sont entre eux dans le même rapport que leur base en puissance, comprenez au carré. Voyez la figure. Deux segments de cercles semblables sont déterminés par deux angles au sommet égaux. Le rapport des surfaces est le carré des rapports des cordes ou des rayons. Selon Eudème, il le démontre en s'appuyant sur ce qu'il avait démontré, que les cercles sont dans le même rapport que leur diamètre en puissance. En d'autres termes, les surfaces de deux cercles ont pour rapport le rapport des carrés des diamètres. Cette proposition, Hippocrate l'utilise avec brio. Voici le premier résultat exposé par Eudème de Rhodes. Cela démontré, il écrivit en premier lieu comment peut se faire la quadrature d'une lunule dont l'arc extérieur est d'un demi-cercle. Il l'exposa en circonscrivant un demi-cercle à un triangle rectangle et isocèle, et en décrivant sur la base un segment de cercle semblable à ceux retranchés par les côtés. Ce segment sur la base étant égal à la somme des deux sur les côtés, si l'on ajoute de part et d'autre la partie du triangle qui est au-dessus du segment sur la base, la lunule sera égale au triangle. Oh, le texte est plutôt clair. Regardez la figure. Le rapport de l'hypoténuse du triangle au côté est racine de 2. Donc le rapport du segment rose à chacun des segments bleus est 2. Donc la surface rose est égale aux deux surfaces bleues. Donc la lunule, qui est la portion comprise entre les arcs de cercle rouge et bleu, a la même surface que le triangle vert. En général, ce qu'on lit sur les lunules d'Hippocrate en reste là. On ne lui rend pas justice, car les propositions suivantes sont de niveau nettement plus élevé. Je ne vais pas vous les citer toutes, une seule suffira à vous donner une idée.
Je vous la raconte en termes modernes. Prenez deux cercles concentriques tels que le rapport des surfaces soit 6. Tracez un hexagone régulier dans le plus petit et prolongez trois rayons consécutifs jusqu'au plus grand. Les trois points d'intersection avec le grand cercle forment un triangle. Sur le plus grand côté de ce triangle, tracez un arc de cercle, de sorte que le segment rose soit semblable aux deux segments bleus. Commencez par vérifier que la surface rose est le triple de chacune des surfaces bleues. Le résultat d'Hippocrate est que la somme des surfaces de la lunule et du petit disque est égale à la somme des surfaces du triangle et de l'hexagone. Je vous laisse le plaisir de le démontrer, ce n'est pas tout à fait évident. Le résultat est splendide. Mais pourquoi est-il important? Eh bien parce que c'est une quadrature et qu'elle n'est pas loin de la quadrature du cercle. Écoutez encore Aristote. Sans la chose qui peut être sue, il n'y a pas de science, car ce serait la science de rien. Mais la chose à savoir peut fort bien exister sans la science. Par exemple, la quadrature du cercle, si toutefois c'est une chose qui puisse être sue, existe comme chose à savoir, bien que la science de cette chose n'existe pas encore. Oui, mais à part ça, effectuer une quadrature, c'est construire, sous-entendu à la règle et au compas, un carré dont la surface soit égale à une figure donnée. On ne sait pas exactement de quand date le problème. On le retrouve dans les Shulbasutras en Inde. On le retrouve en Mésopotamie et en Égypte. La nouveauté en Grèce consiste à chercher une solution exacte et démontrée, et non plus approchée. Mais en quoi les deux résultats d'Hippocrate que nous avons vus sont-ils des quadratures? Dans le premier, on trouvait un triangle de surface égale à celle d'une lunule. Dans le second, un triangle plus un hexagone. C'est que, déjà du temps d'Hippocrate, la quadrature du triangle, ou de n'importe quelle figure réunion de triangles, était bien connue. Ramener la surface d'un triangle à celle d'un rectangle, c'est facile. Mais comment passer d'un rectangle à un carré? Regardez la figure. Soit A et B les deux côtés du rectangle. Ajoutez-les et tracez au-dessus un triangle rectangle. La hauteur issue de l'angle droit partage ce triangle en deux, un rose et un bleu. Ils sont semblables. Donc H sur A est égal à B sur H. Donc H carré est égal à A fois B. On disait que H est la moyenne proportionnelle de A et B. Nous parlons plutôt de moyenne géométrique. À l'époque, la moyenne proportionnelle était un cas particulier de médiété. C'est une notion importante et très ancienne. Les Grecs utilisaient toutes sortes de médiétés entre longueurs. En plus de nos moyennes arithmétiques, géométriques et harmoniques, il y en avait 8 autres. Nous retrouverons bientôt la moyenne proportionnelle. Mais avant, je vais vous demander de taper Lunule et Hippocrate sur votre moteur de recherche, en cherchant les images. Ça y est, déjà? Dites donc, vous avez une bonne connexion, vous? Vous avez vu, ou plutôt pas vu, les figures que je vous ai montrées n'y sont pas. Pourquoi? La première raison est que les citations s'arrêtent en général à la première quadrature, la plus facile, celle du triangle rectangle isocèle. La plupart du temps, elle n'est pas présentée à partir du cercle circonscrit, comme le fait Hippocrate, mais dans l'autre sens, comme sur cette figure. Bien sûr, cela revient au même, mais ça minimise l'exploit. Parce que ce n'est qu'un cas particulier d'un résultat plus général, qui est celui que vous trouvez un peu partout sous le nom d'Hippocrate. Sur cette figure, le triangle rectangle vert n'est plus isocèle.
et la somme des deux lunules rose et bleu est égale à la surface du triangle. C'est une conséquence du théorème de Pythagore généralisé, je vous en parle ailleurs. Eh oui, mais ce résultat n'est pas d'Hippocrate, il est de Ibn al-Haytham. Al-Haytham a écrit pas moins de 3 traités sur le sujet. Un traité abrégé sur les lunules, un sur la quadrature du cercle, et plus tard un autre traité exhaustif celui-là, encore sur les lunules. Le résultat que vous voyez est un des premiers qu'il expose dans chacun des 3 traités. Dans l'introduction du traité sur la quadrature du cercle, Al-Haytham exprime clairement l'espoir suscité par les quadratures de lunule. Si on peut trouver une quadrature pour la réunion d'une lunule et d'un cercle, et d'autre part pour une lunule seule, pourquoi ne pourrait-on pas trouver une quadrature pour le cercle? Nous avons réfléchi profondément à cette notion et il nous a alors été révélé qu'elle est possible, qu'elle n'est pas difficile et qu'elle a des analogues. Il peut exister une lunule entourée par 2 arcs de 2 cercles, tout en étant égale à un triangle. Et il peut exister une lunule et un cercle dont la somme est égale à un triangle. Mais comme il en est ainsi pour les figures, nous sommes devenus plus intimement convaincus qu'il est possible que l'aire du cercle soit égale à l'aire d'un quadrilatère de côté droit. Mais dans le dit traité, Al-Haytham ne fait que démontrer qu'il existe un carré de surface égale à celle d'un cercle donné. Il ne parvient pas, bien sûr, à trouver lequel. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui qui a démontré le premier le résultat que vous trouvez partout sous le nom de lunule d'Hippocrate. Non pas qu'Hippocrate en ait été incapable, nous avons vu qu'il savait faire plus difficile. Mais au fond, d'où lui était venue cette idée de lunule? Il se trouve que les figures de cercles inscrits ou circonscrits, avec des carrés ou des triangles, on en trouve un peu partout et depuis des temps très reculés. Cette tablette de la période babylonienne ancienne contient plusieurs dizaines de problèmes de calcul d'aire. Au recto, il s'agit de carrés ou de losanges inclus eux-mêmes dans d'autres carrés ou losanges. Le verso que vous voyez ici contient des exercices sur des intersections de cercles, ou bien de cercles et de carrés. Il est probable que les figures aient existé avant les problèmes, peut-être sous forme purement décorative, comme sur le couvercle de cette boîte à onguents, retrouvée dans une tombe datant de l'Égypte ancienne. Vous voyez la même décoration sur cette mosaïque du temple d'Amritsar, en Inde. Cette figure apparaît un peu partout, avec des habillages plus ou moins mystiques, sous le nom de fleurs de vie. En fait, les pavages, les rosaces et autres combinaisons ont toujours fait partie de l'arsenal des décorateurs. Ceci est extrait des Instructions pour la mesure à la règle et au compas d'Albrecht Dürer. Léonard de Vinci était certainement sensible à l'aspect esthétique de ce genre de figure. On en trouve très régulièrement au fil de ses carnets. Mais ce n'était pas que pour une question de décoration. Léonard croyait au rêve d'Al-Haytham, la quadrature du cercle par les lunules. Il a passé des heures et a noirci des dizaines de pages de ses carnets à chercher les quadratures de lunules. Mais il était aussi conscient des autres outils à sa disposition. Or, des outils pour la quadrature du cercle, il en existait de nombreux autres, au moins depuis le temps de Platon. Celui-ci est un des plus anciens, la quadratrice d'Hippias ou de Dinostrate, c'est selon. Imaginez 2 tiges, une coulisse verticalement, l'autre est articulée en bas à gauche. La première part du haut, la deuxième démarre à la verticale. Les deux descendent à la même vitesse
et arrivent dans la même position en bas au même moment. On appelle quadratrice la courbe décrite par le point d'intersection des deux tiges. C'est une des toutes premières courbes de l'histoire qui ne soit ni une droite ni un cercle. Sur cette image, la quadratrice est la courbe rouge. Le point d'intersection avec l'horizontale a pour abscisse 2 sur pi. Un coup de théorème de Thalès et vous construisez une longueur égale à pi sur 2. Vous avez donc un rectangle de surface pi sur 4. Un triangle rectangle permet de construire une moyenne proportionnelle, comme on l'a vu plus haut. Et vous récupérez un carré de même surface. C'était le but du jeu. Des constructions comme celle-là, les Grecs, et beaucoup d'autres après eux, en ont inventé des quantités. Pour la quadrature du cercle et aussi pour les deux autres problèmes majeurs de la géométrie grecque, la trisection de l'angle et la duplication du cube. Le même système pouvait marcher pour plusieurs problèmes. La quadratrice d'Hippias peut couper un angle en 3 en utilisant à nouveau le théorème de Thalès. Je n'ai pas entendu dire qu'elle ait dupliqué des cubes. Par contre, le même Hippocrate de Chios, celui de la quadrature des lunules, avait trouvé que la duplication du cube pouvait se ramener au calcul de non pas une, mais deux moyennes proportionnelles. Deux moyennes proportionnelles entre A et B, ce sont deux nombres x et y tels que les trois rapports A sur x, x sur y et y sur b soient égaux. Un petit calcul algébrique plus loin, vous voyez que x3 est égal à A2b. Donc si b égale 2a, x3 est égal à 2a au cube. Si a est le côté d'un cube, x est le côté d'un cube, de volume double, vous avez dupliqué le cube initial. Eh oui, mais ce qui vous a convaincu, c'était un petit calcul algébrique, précisément ce que les Grecs n'ont jamais fait. Les arguments qui permettaient à Hippocrate de passer de la duplication aux moyennes proportionnelles restaient exclusivement géométriques. Pour la duplication du cube, ou les moyennes proportionnelles, il y a aussi eu des dispositifs mécaniques. Le mésolabe d'Ératosthène est le plus simple. C'est un cadre rectangulaire dans lequel trois équerres identiques sont placés. La grise est fixe, les deux autres coulissent. Il suffit d'aligner les points d'intersection pour que les deux segments rouges intermédiaires soient deux moyennes proportionnelles entre le segment rouge de gauche et celui de droite. Pourquoi? C'est une application répétée du théorème de Thalès. Ératosthène semble en avoir été plutôt fier. Ptolémée, si tu essaies de transformer un cube en un autre de volume double, ne te complique pas la vie avec les calculs imposés par les cylindres d'Archytas, de Tarente, les coniques de Ménègme, ou l'intersection de ces mêmes coniques selon Eudoxe. Utilise cet appareil, le mésolabe, avec lequel tu découvriras une myriade de proportions, à commencer par la plus petite. C'est vrai que le mésolabe d'Ératosthène est plus simple que d'autres systèmes, et qu'il donne des moyennes proportionnelles pour une proportion quelconque. Mais que viennent faire les coniques? De notre point de vue, la duplication du cube, c'est l'extraction d'une racine cubique, donc la résolution d'une équation de degré 3. La trisection de l'angle est la résolution d'une autre équation de degré 3. Or, les coniques sont des courbes de degré 2. Donc l'intersection de deux coniques peut donner des solutions à des équations de degré 3. Eh bien, les équations de degré 3 ont été résolues par les intersections de coniques bien avant de l'être par des formules. Je vous raconte ailleurs la classification de Omar Khayyam sur le troisième degré. Eh bien, les premiers problèmes de degré 3 résolus par les coniques ont été la duplication du cube et la trisection de l'angle. Conscients de la nature différente des problèmes géométriques, les Grecs
avait développé une classification que Pappus explique dans sa collection mathématique. Les anciens ont admis que les problèmes appartiennent à trois genres en géométrie. Les uns sont appelés plans, d'autres solides, d'autres encore gramiques. On appelle à juste titre plans ceux qui peuvent être résolus au moyen de lignes droites et de circonférences de cercles, car les lignes au moyen desquelles les problèmes de ce genre sont résolus trouvent leur origine dans le plan. Quant aux problèmes dont la solution invoque une ou plusieurs sections de cône, ils sont appelés solides, car il faut faire usage de surfaces de figures solides pour leur construction, notamment de surfaces coniques. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on comprendra enfin pourquoi les solutions d'équations de degré 3 ne peuvent pas être des problèmes plans, c'est-à-dire constructibles à la règle et au compas. Reste le troisième genre de problème appelé gramique, parce que, outre les lignes que nous venons de dire, ils en admettent d'autres pour leur construction, dont l'origine est plus variée et plus complexe, telles que les spirales, les quadratrices, les conchoïdes, les cissoïdes, qui possèdent des propriétés nombreuses et étonnantes. Conchoïdes, cissoïdes, des termes bien oubliés de nos jours. Il s'agit à la base de mécanismes de transformation d'une courbe à une autre. Typiquement, on parcourt une courbe comme une droite ou un cercle avec des points d'une tige ou d'une roue, et on observe le mouvement d'un autre point. Oh, difficile de vous en dire plus sans passer des heures à visiter le zoo des courbes oubliées. Allez, juste un exemple, le limaçon de Pascal. Le limaçon de Pascal appartient à la famille des conchoïdes. On l'obtient en faisant rouler un cercle sur un autre cercle. Il peut aussi servir à la trisection de l'angle. Remarquez que l'illustration est tirée du manuel de gravure d'Albrecht Dürer, que je vous ai déjà montré. Il est paru en 1525, soit presque un siècle avant la naissance de Pascal. En plus, le Pascal du limaçon n'est pas Blaise Pascal, mais son père, Étienne. Oh, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme d'habitude. Dans le livre de Dürer, le limaçon est un exemple d'utilisation d'une sorte de compas à quatre bras articulés qui permet de tracer des mouvements circulaires enchaînés. Longtemps, les courbes sont restées liées au dispositif mécanique qui les produisait. Dans ce domaine, comme ailleurs, la géométrie de Descartes introduit un véritable changement de paradigme. Au début du livre second, Descartes rappelle la classification de Pappus, pour mieux la critiquer. Les anciens ont fort bien remarqué qu'entre les problèmes de géométrie, les uns sont plans, les autres solides, les autres linéaires, dit-il. C'est-à-dire que les uns peuvent être construits en ne traçant que des lignes droites et des cercles, au lieu que les autres ne peuvent l'être que si on emploie au moins quelques sections coniques, et les autres si on y emploie quelque autre ligne plus composée. Mais je m'étonne de ce qu'ils n'ont point, au-delà de cela, distingué divers degrés entre ces lignes plus composées, et je ne saurais comprendre pourquoi ils les ont nommées mécaniques plutôt que géométriques. L'argument de Descartes est parfaitement recevable. Certes, la règle et le compas sont des mécanismes particulièrement simples, mais ce sont des instruments mécaniques tout de même. Et pour prouver sa thèse, Descartes propose un autre mécanisme, qui est plus une expérience de pensée qu'une machine effectivement réalisable. La voici. Il s'agit d'une sorte de compas avec une articulation au point Y, une tige orthogonale fixée en B et d'autres tiges qui lui sont reliées. Quand le compas est fermé, tous les points A, B, C, etc. sont confondus. Quand le compas s'ouvre, le point B décrit un arc de cercle
tandis que les autres points D, F, H, etc. décrivent d'autres courbes algébriques de degré supérieur à 2. Oh, Descartes ne prétend pas faire fonctionner son compas comme un instrument mécanique. C'est un modèle théorique, destiné à établir la nécessité d'utiliser désormais pour les courbes des équations plutôt que des mécanismes. La vision de Descartes a prévalu. La classification des Grecs a été abandonnée. On a fini par réussir à expliquer pourquoi la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et la duplication du cube n'étaient pas des problèmes plans. Mais si on considère que le calcul intégral est né des quadratures et que la notion de fonction est issue des courbes mécaniques, c'est un grand pan des mathématiques actuelles qui nous vient des trois problèmes de la géométrie grecque. Je vous recommande une visite au site mathcurve.com. Vous y apprendrez comme moi ce qu'est une atriphthaloïde, une catacaustique, une cochléoïde, une hypotrochoïde, une ophuride ou bien une péritrochoïde. Ça ne vous fait pas rêver, ça?